La plupart d'entre nous ont une relation compliquée avec les réseaux sociaux. Certains d'entre nous sont nostalgiques de l'époque où cela n'existait pas, tandis que d'autres n'ont jamais connu la vie sans cela. Certains d'entre nous arrivent à construire une carrière simplement avec leur téléphone, tandis que d'autres ne comprennent pas l'intérêt de crier leurs opinions dans le vide. Mais malgré nos sentiments personnels à son égard, les réseaux sociaux permettent aux gens de laisser un héritage, un impact durable ou bien un souvenir fantomatique de ce qui existait autrefois. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui où nous examinerons des affaires de personnes disparues avec des publications troublantes sur les réseaux sociaux. Sierra Lamar. Sierra Lamar n'avait que 15 ans lorsqu'elle a disparu à Morgan Hill, en Californie. Le matin du 16 mars 2012, vers 6 heures, elle a quitté son domicile dans le quartier de Santa Teresa Avenue pour se rendre à pied à l'arrêt de bus et prendre le bus pour le lycée Anne Sobrato. Elle et sa mère avaient récemment emménagé à Morgan Hill. Avant cela, Sierra avait grandi à Fremont, en Californie, mais ses parents avaient récemment divorcé et l'adolescente vivait maintenant avec sa mère et le petit ami de sa mère. Sierra devait prendre le bus 735 ce matin-là. On a eu de ses nouvelles pour la dernière fois lorsqu'elle a envoyé un message à une amie à 7h11 du matin. Et les deux amies s'étaient mises d'accord pour se retrouver avant le début des cours, mais la jeune fille de 15 ans ne s'est jamais présentée à l'endroit convenu et n'a donc pas assisté à ses cours. Sa mère a appris l'absence de Sierra lorsque l'école l'en a informé par email plus tard dans la journée, vers 18h. Malheureusement, plusieurs heures s'étaient déjà écoulées à ce moment-là. Lorsque les enquêteurs ont commencé à se pencher sur la disparition de Sierra, ils ont découvert qu'aucun témoin ne pouvait confirmer sa présence dans le bus et qu'il n'y avait aucune vidéo de surveillance pour indiquer où elle était allée. D'après tous les témoignages, Sierra avait disparu quelque part entre le moment où elle avait quitté la maison et l'arrêt de bus. Le lendemain, cependant, un nouvel indice a été découvert. Le téléphone portable de l'adolescente a été retrouvé à un carrefour à environ 3 km de chez elle. L'appareil était intact et il semblait qu'il avait été jeté depuis un véhicule. Puis, le 18, un sac à main rose a été découvert, abandonné au bord de la route dans un champ de cactus, à environ 3 km de l'arrêt de bus et à 1 km de l'endroit où son téléphone avait été retrouvé. C'était un article de la marque Juicy et il avait appartenu à Sierra contenant même certains de ses vêtements dont un haut et un jean. Les procureurs déclareront plus tard que les vêtements étaient attachés de terre et sentaient l'urine humaine. Aucune autre preuve concernant Sierra n'a été trouvée après cela. Les forces de l'ordre, accompagnées de bénévoles, ont fouillé la zone autour de son domicile et de l'arrêt de bus. D'après tous les témoignages, le terrain était difficile à parcourir. Il était rempli de champs, de collines, de réservoirs, de ravins, de broussailles épaisses et de zones boisées. En plus de rechercher Sierra elle-même, les personnes chargées des recherches ont reçu pour consigne de rester attentives à tout ce qui semblait étrange ou hors de place, ainsi qu'à tout indice pouvant indiquer qu'un crime avait eu lieu. Au départ, les enquêteurs pensaient qu'ils traitaient une simple affaire de disparition, que Sierra était partie de son plein gré, avait eu un accident ou qu'il s'agissait de quelque chose de plus banal. Mais après avoir découvert ces affaires abandonnées sur le bord de la route, il semblait de plus en plus probable que quelque chose de sinistre était en train de se passer. Des spécialistes en criminalistique ont examiné le téléphone portable et l'ordinateur personnel de Sierra, mais cela n'a rien révélé d'utile. Elle ne parlait à personne à qui elle n'aurait pas dû parler, elle ne s'impliquait dans rien qui aurait pu la mettre en danger et elle ne semblait pas chercher à s'enfuir. Étrangement, son compte Twitter est toujours en ligne aujourd'hui, offrant un aperçu de l'esprit d'une jeune fille de 15 ans qui essaie de se frayer un chemin dans la vie. Son dernier tweet était un message banal à propos de ses devoirs, publié à 3h53 du matin, le matin du 16 mars. Cruellement, à peine un mois après sa disparition, des plaisantins ont réussi à accéder à son compte et à publier un message explicite. La publication a été rapidement supprimée et la police a ensuite confirmé qu'il s'agissait d'un canular, brisant les espoirs de sa famille, de ses amis et des quelques 4000 abonnés qui croyaient qu'elle était en vie et essayaient de faire passer un message.
Avec peu d'autres pistes à suivre, les enquêteurs ont envoyé le sac à main de Sierra et son contenu pour des analyses, espérant que les objets révéleraient quelque chose d'intéressant. Heureusement, c'est ce qui s'est passé. Le laboratoire criminel a pu extraire des traces d'acide désoxyribonucléique du Djinn reliant Sierra à un homme de 21 ans nommé Antolin Garcia Torres. Au début, il y avait très peu à dire sur Garcia Torres. Il travaillait dans un supermarché Safeway à Morgan Hill, conduisait une Volkswagen Jetta et vivait dans un camping-car à 11 km de la maison de Sierra avec sa mère et sa petite amie enceinte. Cependant, il s'est avéré que l'acide désoxyribonucléique de Garcia Torres était déjà dans la base de données de la police et il avait un long casier judiciaire comprenant des faits de coups et blessures ayant entraîné des lésions corporelles graves et 3 chefs distincts de tentatives d'enlèvement. En 2009, 3 femmes différentes avaient échappé à une agression et à une possible tentative d'enlèvement, toutes dans les parkings des magasins Safeway à Morgan Hill. Les femmes étaient soit en train d'entrer dans leur véhicule, soit assises à l'intérieur, prêtes à quitter le parking lorsque Garcia Torres les a prises en embuscade. Dans un cas, il a utilisé un pistolet paralysant sur sa victime alors qu'elle montait dans sa voiture. Dans un autre cas, la victime avait saisi un couteau de poche pour se défendre, mais Garcia Torres a réussi à attraper sa main et à placer le couteau près de sa gorge. À chaque fois, ces plans ont été déjoués, soit par un passant, soit par les cris de ses victimes. Bien que l'affaire de Sierra ait été mise en avant dans l'émission America's Most Wanted, peu d'informations utiles ont été obtenues grâce à cette campagne. En attendant, les enquêteurs ont gardé un œil attentif sur Garcia Torres, le plaçant sous surveillance 24 heures sur 24. Des policiers attentifs ont découvert que sa Volkswagen Jetta avait été vue sur des caméras de surveillance quittant le camping-car environ 15 minutes avant que Sierra ne quitte la maison ce matin-là. Il dira plus tard aux enquêteurs qu'il était parti pour une partie de pêche en solo. Mais bientôt, les enquêteurs ont pu saisir le véhicule et un examen médico-légal a révélé qu'il contenait l'acide désoxyribonucléique de Sierra, présent sur une poignée de porte intérieure. De plus, des mèches de ses cheveux ont été retrouvées enroulées autour d'une corde dans le coffre de la voiture. Garcia Torres a ensuite été arrêté pour l'enlèvement et le meurtre de Sierra Lamar. La famille de Sierra a mis fin aux recherches de ses restes en mars 2015, 3 ans après sa disparition. 2 ans plus tard, Garcia Torres a finalement été jugé pour meurtre. Bien que les procureurs n'aient pas de corps, ils ont requis la peine de mort. La mort de Sierra était considérée comme un acte de violence aléatoire et opportuniste de la part de Garcia Torres. Rien n'indique que les deux se connaissaient auparavant. En mai 2017, lors du procès, les avocats de la défense de Garcia Torres ont soutenu que Sierra était simplement une fugueuse, une adolescente marginale qui avait quitté son domicile et que, si elle était effectivement morte, cela n'avait rien à voir avec leur client. Garcia Torres a affirmé qu'ils avaient trouvé son acide désoxyribonucléique sur les affaires de Sierra à cause de mouchoirs qu'il avait jetés à l'extérieur de sa voiture. Malgré les efforts de la défense, le jury a reconnu Garcia Torres coupable de tous les chefs d'accusation. Il a également été contraint de s'enregistrer comme délinquant sexuel, car l'accusation avait soutenu que la principale motivation derrière le crime était la gratification sexuelle, en notant que dans le cas de Sierra, comme dans ceux de ses 3 victimes d'agression, rien ne leur avait été volé. La famille de Sierra a tenté d'obtenir des réponses sur l'endroit où se trouvait son corps après la condamnation, mais Garcia Torres est resté silencieux et a refusé de coopérer. Il a été épargné de la peine de mort et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il a de nouveau refusé de révéler l'emplacement du corps de Sierra en 2020. En conséquence, elle est toujours considérée comme une personne disparue. Sa famille attend de retrouver ses restes avant d'organiser une cérémonie funéraire, déclarant que cela n'avait pas de sens sans son corps. Heather Elvis. À la mi-décembre 2013, Heather Elvis, âgée de 20 ans, était pleine d'optimisme. Elle avait trouvé un nouvel emploi dans un salon de beauté à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Elle avait commencé à aller à l'église et elle avait même recommencé à sortir avec quelqu'un après la fin d'une longue et compliquée liaison avec un homme marié. La nuit du 17 décembre, Heather est sortie tard le soir avec un homme nommé Steve Ciraldi. Le couple a roulé dans les environs pour regarder les décorations de Noël, puis ils sont allés sur le parking d'un centre commercial où Steve a appris à Heather à conduire une voiture à boîte manuelle. Elle a envoyé plusieurs photos à ses proches cette nuit-là, y compris à son père, où on la voit conduire le véhicule. Après leur rendez-vous,
Vers 1h15 du matin, Steve a déposé Heather à son appartement à Carolina Forest, en Caroline du Sud. On a eu de ses nouvelles pour la dernière fois environ 30 minutes plus tard, mais après cela, sa localisation n'a jamais été établie de façon concluante. À 1h35 du matin, Heather a reçu un appel de quelqu'un utilisant une cabine téléphonique. L'appel a duré 5 minutes et semblait bouleverser profondément la jeune femme de 20 ans, qui a ensuite appelé sa colocataire, Brianna Worrellman, laquelle l'a décrite comme étant hystérique au téléphone. Heather a dit à Brianna que Sydney Mora l'avait appelé et lui avait dit qu'il quittait sa femme et qu'ils devaient se rencontrer immédiatement. Brianna lui a conseillé de ne pas aller à ce rendez-vous, lui disant de réfléchir et d'attendre jusqu'au lendemain. Et ce fut la dernière fois que ses amis ou sa famille ont eu de ses nouvelles. Sydney Mose était l'homme marié de 37 ans avec qui Heather avait eu une liaison quelques mois plus tôt. Il avait attiré son attention dans un restaurant appelé The Tilted Kilt, où elle travaillait comme serveuse tandis que Mora travaillait comme réparateur. Heather tweetait régulièrement à propos de Mora, bien qu'elle ne l'ait jamais mentionné directement par son nom. Comme son fil Twitter est toujours actif, ses publications sont encore accessibles, avec Heather écrivant des choses comme « J'ai un faible pour les hommes plus âgés et un de ces jours, je vais traîner cet homme dans le placard à balai et faire ce que je veux de lui. Seigneur, aie pitié. » Elle a également exprimé son intérêt sexuel pour le gars qui construit des choses à mon travail. Finalement, les tweets laissaient entendre qu'il s'était passé quelque chose entre les deux, comme « Bébé a fait une très très mauvaise chose et je suis déjà bien trop impliqué, mais regarde-moi aller encore plus loin. » Selon ses amis et collègues, Heather était assez ouverte au sujet de la liaison entre les deux, et elle a même montré Mora à Brianna, tandis que Mora ne se souciait pas non plus de la façon dont les gens pourraient percevoir leur relation. Quand il ne travaillait pas au restaurant, il passait voir Heather et lui apportait du café et des bagels. Il aurait envisagé de déménager en Floride avec sa femme Tammy, et a même pensé à demander à la jeune femme de 20 ans de venir être leur nounou. Selon Mora, la liaison du couple n'a duré que pendant le mois de septembre 2013. De façon étrange, pendant cette période, Heather a tweeté « Il était une fois, un ange et un démon sont tombés amoureux. Cela ne s'est pas bien terminé. » Beaucoup ont interprété ce tweet comme marquant la fin de la liaison que l'épouse de Mora a découverte peu de temps après. Plus tard, Brianna a déclaré à la police que Tammy avait demandé à son mari d'appeler Heather pour mettre fin à la relation. Sydney aurait dit à Heather qu'elle ne représentait rien pour lui et qu'elle était juste quelqu'un qui écartait les jambes. Brianna a résumé cette conversation amère en se rappelant que Mora avait essentiellement démoli Heather en tant qu'être humain et lui avait fait se sentir horrible à propos d'elle-même. Par la suite, Tammy a elle-même harcelé Heather en lui envoyant des photos du couple marié dans des situations sexuelles. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. Tammy était connue pour menotter son mari au lit la nuit afin qu'il ne puisse pas partir. Et elle a aussi changé le mot de passe de son téléphone pour un que seule elle connaissait. Elle est même allée jusqu'à l'accompagner partout où il allait quand il quittait la maison et à lui faire tatouer son nom sur le bas de la taille, lui disant apparemment « Si tu n'avais pas eu cette histoire avec cette fille, rien de tout cela ne serait arrivé. » Pour Heather, les choses ont continué à s'aggraver. Tammy a continué à la contacter, lui envoyant des messages menaçants. Le 1er novembre, Heather a informé Tammy qu'elle n'était plus quelqu'un dont elle devait s'inquiéter. Heather, de son côté, évitait généralement de s'impliquer dans les disputes que Tammy essayait de provoquer. Peu de temps après, elle a appris que la femme mariée harcelait son lieu de travail, leur disant que Mora n'agirait plus comme leur réparateur tant que Heather y serait employée. Heather s'est plainte à Mora lorsqu'il a envoyé un message affirmant que Tammy n'était pas forcément contrariée par la liaison, puisqu'elle voyait aussi d'autres personnes, mais qu'il avait menti à ce sujet. Elle a répondu « J'ai perdu des heures aujourd'hui parce qu'ils m'ont renvoyé chez moi après qu'elle ait continué à appeler. » Au cours des semaines suivantes, les Mora sont partis en vacances avec leurs 2 enfants et sont revenus le 11 décembre. À ce moment-là, Heather semblait avoir tourné la page et sa vie prenait une tournure positive, mais elle avait tout de même une préoccupation. Elle avait pris du poids et ses collègues avaient remarqué que son uniforme avait augmenté de plusieurs tailles de soutien-gorge, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles la jeune femme de 20 ans était enceinte. Son responsable a déclaré plus tard qu'elle avait fait un test de grossesse qui était revenu avec une erreur. Comme mentionné précédemment, les déplacements de Heather après 1h45 du matin dans la nuit du 17 décembre ne sont pas clairs. Mais 2 jours plus tard, sa voiture a été retrouvée à 13 km de son appartement à la rampe de mise à l'eau de Peachtree Landing le long de la rivière Waccamaw. La voiture était verrouillée et lorsque les enquêteurs l'ont ouverte, aucun des effets personnels de Heather ne s'y trouvait.
Il n'y avait aucune trace d'elle, les appels sur son téléphone portable sont restés sans réponse et elle était absente de son appartement ainsi que de ses 2 emplois. Dans les jours qui ont suivi, le rendez-vous de Heather a été innocenté de tout acte répréhensible et des recherches ont été menées dans le lit de la rivière à proximité, mais elles n'ont apporté aucune nouvelle preuve. On a découvert que son téléphone portable était resté actif pendant environ 2 heures après qu'elle ait appelé Brianna, mais les enquêteurs ne pouvaient pas être certains que c'était Heather qui l'utilisait. À 2h30 du matin, elle avait passé un appel à la cabine téléphonique, la même que celle qu'avait utilisée Maura, mais l'appel est resté sans réponse. Les données du téléphone indiquaient qu'il s'était ensuite trouvé dans un bar à Carolina Forest pendant 15 minutes, puis avait été conduit à environ 6 km de là, sur Augusta Plantation Drive, où il était resté encore 15 minutes. Ensuite, un appel a été passé au téléphone de Maura. Encore une fois, l'appel est resté sans réponse. Le téléphone est retourné à l'appartement de Heather, où un autre appel a été passé à Maura, ce qui a donné lieu à un appel de 4 minutes. Ensuite, le téléphone s'est déplacé vers Peachtree Landing où 3 appels ont été passés à Maura et tous sont restés sans réponse. À 3h41 du matin, un autre appel lui a été passé, qui est également resté sans réponse. Après cela, les enregistrements de données pour l'appareil ont pris fin. Plus tard, la vidéosurveillance a montré Maura à la cabine téléphonique à 1h35 du matin, lorsqu'il a appelé Heather pour la première fois cette nuit-là. Notamment, 20 minutes plus tôt, il était à l'intérieur d'un magasin Walmart où il a acheté des cigares et un test de grossesse. D'autres images de vidéosurveillance entre la maison des Maurer et Peachtree Landing ont montré qu'un camion Ford sombre était passé plusieurs fois dans les 2 sens. Un examen approfondi des images a révélé que le camion appartenait à Sidney Maurer et il a rapidement été saisi et fouillé. Le 21 février, un mandat de perquisition a été exécuté sur la propriété des Maurer. Et après 11 heures, Sidney Maurer et sa femme ont été arrêtés et inculpés de meurtre, d'enlèvement, d'entrave à la justice et de 2 chefs d'accusation chacun pour exhibition indécente. La dernière accusation résultait d'images à caractère sexuel découvertes sur leur téléphone qu'ils avaient prises dans des lieux publics, tandis que l'accusation d'entrave à la justice contre Sidney Maurer était due au fait qu'il avait nié avoir utilisé une cabine téléphonique pour appeler Heather, ne revenant sur son mensonge que lorsqu'on lui a montré les images de vidéosurveillance le montrant en train d'utiliser le téléphone. Le soutien du public était initialement du côté des Maurer parce qu'ils avaient utilisé leur compte sur les réseaux sociaux pour présenter Heather comme une harceleuse obsédée. Et dans les mois qui ont suivi, l'affaire a connu de nombreux rebondissements. Bien que la plupart des accusations contre le couple aient été abandonnées, les accusations de meurtre l'ont été sans préjudice, ce qui signifie que les 2 membres du couple peuvent à nouveau être accusés de meurtre à l'avenir si de nouvelles preuves apparaissent. En 2017, Maurer a été reconnu coupable d'entrave à la justice. Et bien que les accusations d'enlèvement contre lui aient d'abord abouti à un jury sans verdict, il a été condamné 2 ans plus tard lors d'un nouveau procès. De plus, il a été reconnu coupable de complot en vue d'enlèvement. Tammy Maura a également été inculpé et reconnu coupable d'enlèvement et de complot en vue d'enlèvement. Tous 2 ont été condamnés à 2 peines de 30 ans de prison. D'autres preuves présentées lors du procès comprenèrent des images de vidéosurveillance provenant du système de sécurité du domicile du couple, qui montraient Maura en train de nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la voiture seulement 2 jours après la dernière fois que Heather a donné signe de vie. Ce qui a renforcé la théorie selon laquelle le couple avait tué Heather, c'est le fait que Maura brûlait les chiffons qu'il utilisait pour nettoyer le véhicule. Malgré les condamnations, les Maura ont maintenu leur innocence et ont déclaré qu'ils ne savaient pas ce qui était arrivé à Heather cette nuit-là. De nombreuses personnes proches de l'affaire semblent avoir des avis différents à ce sujet et sur ce qui s'est passé. Tammy présente toujours Heather comme une harceleuse obsédée, tandis que la famille Maura affirme qu'il était la victime de violences de la part de sa femme. Tammy nie avoir été violente et a souvent tenté de justifier le comportement dont elle est fréquemment accusée envers son mari. Des amis de Heather ont déclaré que Maura avait dit à Heather qu'il voulait continuer une relation avec elle et quitter sa femme. En mars de cette année, les médias ont commencé à rapporter que Maura tentait de faire appel de sa condamnation et de demander un nouveau procès, affirmant que son avocat initial avait fait très peu de travail. Il a également allégué que l'accusation avait dissimulé des preuves et modifié la chronologie des événements pour le faire paraître coupable. Il s'est vu refuser un appel en 2023. Tammy s'est également vu refuser son dernier appel en 2024. Bien que les Maurer aient été reconnus coupables d'enlèvement, l'affaire de Heather n'est pas tout à fait résolue car son corps n'a pas encore été retrouvé et aucune accusation de meurtre n'a été portée. Un ami de la famille a déclaré aux journalistes que, bien que le couple ait été condamné, le verdict sonnait un peu creux. Citation, « Les émotions que tout le monde a ressenties étaient vides.
Il n'y a eu aucun répit face à la lourdeur qui pèse, parce que nous ne savons pas où est Heather. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants. Prenez soin de vous et je vous retrouve la prochaine fois.